Bonsoir, très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes dans la nuit du 9 janvier 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. On va simplement essayer de tester, de regarder si nous avons le son. Juste une façon de se rassurer que ce direct se passe très bien. Je vais simplement essayer de jouer une section de... Bon, voilà, donc le son passe très bien. Bon, je crois que moi je vais m'adresser aujourd'hui, ce soir, à tous les amis du Congo-Brazzaville, au peuple congolais, aux amis du Congo-Brazzaville, à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans ce que nous présentons au monde entier, dans cette lutte de libération du Congo-Brazzaville. Je crois que tout un chacun de nous, nous sommes levés avec des images. Je vais simplement essayer de ouvrir cette photo avec des images de la corniche de Brazzaville. Donc, on a construit un viaduc, donc un chemin qui relie les quartiers nord de Brazzaville au centre-ville de Brazzaville. Mais tout au long du fleuve Congo. Pour ceux qui connaissent le Congo-Brazzaville, on peut dire Brazzaville en elle-même, c'est la capitale. Elle fait face à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Donc ces deux grandes villes sont séparées par le fleuve Congo, qui est parmi les fleuves les plus puissants du monde entier. Donc tout au long, du côté de Brazzaville, on a essayé de désengorger les quartiers nord de Brazzaville, au centre-ville de Brazzaville, en construisant, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé le viaduc, donc la corniche, voilà, donc ça arrive. Mais nous nous sommes réveillés tous avec les dégâts, dégâts matériels sur cette voie. Mais, avant que nous ne présentons, on va simplement rapidement présenter la photo. Donc je vais simplement essayer de tourner l'image ici. Comme vous le voyez, c'est à peu près cette image que nous avons vue de ce viaduc. Donc vous voyez que nous sommes là au même endroit des dégâts que nous avons vus ce matin. Mais là, c'était à l'étape initiale. Vous avez vu la fissure qui s'était déjà présentée. Il y a déjà, on peut dire, selon les témoignages ici, depuis 2018, que cette fissure était là. Mais apparemment, les forces autorités du Congo-Brazzaville ont complètement négligé. Ils ne étaient jamais arrivés ici. Jamais ils se sont présentés pour venir regarder, y compris les experts chinois ou les experts français qui ont travaillé dans ce projet. Les populations se sont manifestées par plusieurs fois. Comme vous le voyez par exemple, cette photo, c'est quelqu'un qui avait pris cette photo il y a quelques temps, je crois que c'était en 2018, il dit des milliards sont sortis pour la corniche. La corniche, c'est éventuellement ce viaduc, ce chemin qui relie le centre-ville de Brazzaville au quartier nord de Brazza. Donc, quand les habitants, les populations du Congo ont constaté cette fissure, l'alerte avait été lancée, mais ça avait été négligé. Personne ne s'était rendu là pour regarder, ni les experts chinois, ni les experts français se sont rendus là pour regarder. On va simplement essayer de vous présenter une photo du viaduc, si on peut la voir. Donc, vous voyez que, d'une manière générale, cette viaduc, c'est comme ça que ça se présente. Vous voyez, chers amis. Mais les populations ont constaté des fissures sur ce chemin, sur cette voie. Et ils ont alerté les fausses autorités. Mais personne ne s'était rendu. Tous, ils avaient négligé. Donc, comme tout le monde a négligé, nous nous sommes retrouvés à ce phénomène. La fissure est là. Et là, c'est éventuellement, nous sommes au point de cassure. Comme nous savons que quand le matériau arrive à une fatigue, et là, nous sommes au point de cassure. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce chemin-là, ça a été remis en fonction en 2015. En 2015. Donc là, nous sommes en 2020. Donc, 5 ans après, nous sommes en train de regarder tous ces dégâts-là. Mais on va essayer de regarder si on aura la chance de vous présenter la petite vidéo.
Comme ça, on va essayer. Je vais simplement essayer de diminuer le son parce que pour éviter que nous puissions avoir assez de bruit. L'image, je veux le montrer parce que je veux faire des commentaires. Le dégât complet de cette vidéo un instant. Je vais simplement aller la chercher. Voilà. Voilà, je l'ai eu. Voilà. Je vais simplement. Vous allez remarquer de vous-même, hein, chers amis, hein, la structure, hein, les matériaux qui ont été présentés ici. Qu'est-ce que je passe? Oh non, voilà. Donc vous allez voir dans cette vidéo que c'est quand vous regardez, moi j'ai essayé d'examiner, j'ai passé des heures et des heures en train d'examiner les images, les vidéos et tout. Vous allez vous rendre compte que c'est comme si on a posé simplement du béton sur de la surface de la Terre qui n'a pas été compactée. Et nous en sommes convaincus qu'aucune étude géologique n'a été faite ici pour chercher à savoir le type de sol, quelles sont les quantités d'eau qui sont là. Et nous sommes dans une zone sismique ou non. Est-ce qu'il y a des possibilités que le sol puisse bouger et tout ça? Mais puisque nous sommes dans des zones où il y a de l'eau, hein, toutes ces études-là devaient être menées. Et les matériaux devaient être sélectionnés en fonction, hein, on peut dire, de la vulnérabilité de cette zone. Comme vous le voyez ici, hein, c'est comme si simplement on a posé du béton sur du sol argileux. Hein, il n'y a pas eu soit, une compaction primaire. Dans la plupart des temps, dans les travaux de construction dans des zones humides pareilles, on essaie de mettre des couches de sable et on essaie de compacter ça à une certaine pression. Hein? On essaie de compacter ça à une certaine pression. La pression ici, c'est simplement regarder la résistance. Mais avant même de compacter, bon, ça dépend. Il y a des travaux de construction qui consistent à mettre une couche d'isolation. Une couche d'isolation qui ne va pas permettre à l'eau de venir en bas de la structure pour pousser donc la structure vers le haut et puis créer des fissures comme nous venons de voir, hein, en matériaux de construction. C'est comme ça que ça se passe. Ou encore, on va d'abord compacter avec du sable. On arrive à une certaine pression. Cette pression peut déterminer la résistance de la structure. Et après, on peut mettre de l'isolation. La plupart des temps, hein, ici en Occident, on utilise du stratospore. C'est une isolation qui permet à une dalle de béton de résister à toute pénétration d'eau, puisque nous sommes dans la zone humide. Oui, chers amis. Et l'épaisseur de l'isolation est calculée. Ce sont des calculs d'ingénieurs qu'on arrive à réaliser pour déterminer l'épaisseur requise pour ne pas permettre que l'eau puisse pénétrer et pousser le béton vers le haut ou pousser la structure vers le haut. Vous voyez, ceux qui ont assisté à des constructions, par exemple, sur des plateformes, hein, peuvent vous le dire. Donc, on arrive à faire tout. Voilà pourquoi vous voyez des plateformes résistent à des quantités d'eau de mer. Vous voyez, chers amis, c'est un peu la même technique qui pouvait être utilisée. Mais j'ai vraiment fait l'examen des structures ici. Je me suis simplement rendu compte que on a déposé du béton sur du sol argileux. Donc, il n'y a pas eu de compaction pour chercher la pression requise. C'est comme si on a fait affaire à des amateurs, des ingénieurs amateurs. Et puis, c'est comme si au Congo, le ministère des Travaux publics n'a pas des équipes d'ingénieurs qui sont capables d'évaluer les travaux et d'approuver, hein, même de regarder le type de matériaux qui ont été sélectionnés par les contracteurs qui ont travaillé dans les projets. Si vous avez remis tout le projet à un contracteur, le ministère des Travaux, donc l'État, devait avoir ses propres ingénieurs qui devaient approuver les matériaux utilisés ou non. Vérifier tous les calculs réalisés, parce qu'ils ont une part de responsabilité dans ces dégâts. Et là, ils ont pompé des multimilliards de l'argent du contribuable congolais. En moins de 5 ans, tout est détruit. Nous en sommes sûrs, nous en sommes convaincus que tout le viaduc va s'effondrer.
toute la voie finira par s'effondrer. Parce que ces cassures que nous sommes en train de voir, qui avaient évolué, qui avaient déjà été présentées depuis 2018, mais ça a évolué à la vitesse grand V. Aujourd'hui, nous sommes au point de la cassure. Vous voyez, chers amis. Et puis, quand j'ai essayé de remarquer, en tant qu'ingénieur, même dans la connexion des dalles de béton, je n'ai pas vu des mèches connectant les sections de béton. Je n'ai pas vu ça. Quand vous voyez la vidéo, là, quand vous voyez la vidéo, il n'y a aucune mèche qui lie, aucune mèche métallique qui lie ces structures de béton. Vous voyez? C'est comme si c'est simplement du ciment qu'on a mélangé avec de la caillasse et on est venu couler là-dessus, sur de la terre argileuse non compactée. Donc en réalité, on n'a fait aucune étude réellement d'ingénieur pour pouvoir résister à ces genres de mouvements de sable ou à la fragilité des sables. Vous voyez, chers amis. Et ça s'appelle crime. C'est un crime. Parce que des entreprises de Buya et de Sassou, des entreprises qui sont allées chercher au nom des Chinois, mais les Chinois ne peuvent rien faire. C'est eux qui ont créé ces entreprises-là. Ils ont pris certainement des jeunes maçons en Chine, ils les ont amenés au Congo, ils les ont présentés comme des ingénieurs. Vous voyez, chers amis. Et ça donne ça, les dégâts, l'incompétence. Mais pour le Congo, c'est un manque à gagner. Donc, c'est de l'argent perdu parce que la réparation va coûter plus cher que le travail initial. Vous voyez, chers amis. Parce qu'il faut mobiliser encore des équipes. Vous voyez, chers amis. Mais il y a une part de responsabilité dans tout ça, si vous êtes en train de regarder. Il y a une grande part de responsabilité. On va aller regarder quelles sont les responsabilités. Parce que ces vidéos-là, c'est sûr que quand je ferai les montages YouTube, je parlerai de ça. On va aller voir les responsabilités. Déjà, on va écouter ce que le maître, enfin l'exécutant du projet, parce que le maître de Sassou disait lorsqu'il avait inauguré ce chemin-là. On va aller simplement ouvrir cette vidéo, on va aller l'écouter, parce que nous ici, il faut parler avec preuve, parce que nous allons poursuivre ces gens-là pour tout ce qu'ils ont créé, tous les dégâts qu'ils ont créés. Et nous les tenons par rapport à ces vidéos-là. Nous allons les poursuivre parce que l'État congolais a pompé des multimilliards de dollars, mais l'argent est parti dans les poches des individus. Et notre rôle ici, c'est de rétablir la vérité et de se traquer ces mondes-là pour leur dire que vous avez volé l'État. Et en dehors de voler l'État, ils ont mis en péril la vie des citoyens congolais. Parce qu'ils ont construit des infrastructures qui peuvent se crouler à n'importe quel moment et tuer des Congolais. Vous voyez, chers amis. Et notre rôle, c'est leur dire que ce que vous avez fait. On va aller écouter ce que le monsieur disait déjà ici, là, au cours de sa vidéo, lorsqu'il inaugurait ces infrastructures-là. On va essayer de jouer, je ne sais pas si on va arriver, on va essayer de jouer. Avec une belle vue panoramique longeant la rive droite du fleuve Congo. Le coût total de cette belle et florissante aventure s'élève à 72 milliards 27 millions de francs CFA, répartis de la manière suivante. 68 milliards 873 millions de francs CFA correspondant au coût des travaux réalisés par... Bon, lui là c'est qui Lui là c'est Jean-Jacques Buya, le ministrant de Sassou, donc celui qui s'occupait de ce projet-là. Donc vous allez voir l'arrogance avec laquelle il présentait l'inauguration de cet ouvrage-là. On va écouter et les chiffres qu'il vous donne. Mais tous ces chiffres-là, c'est déjà même le mensonge parce que les vrais chiffres nous parlent de 900 milliards de francs CFA. Donc quasiment 900 milliards de francs CFA. 900 milliards, quasiment 900 milliards de francs CFA. Ça sont les vrais chiffres. Mais là, ils ont essayé en fin de compte, pour embrouiller le cahier de charge, puisqu'ils avaient invité plusieurs gens, leurs amis sont venus là, donc il fallait tripatouiller un peu les cahiers des comptes. On va écouter encore. 2 milliards, 38 millions de francs CFA des prestations de la mission de contrôle et de surveillance des travaux SCGI. Et 1 milliard 112 millions au titre des expropriations.
Avec son magnifique pont 15 août 1960, la route de la Corniche va contribuer à voilà le maître d'œuvre. le sud de la capitale. Le maître d'œuvre, c'est Sassou. C'est celui qui est là derrière là. C'est lui qui est venu inaugurer, tout joyeux. Les gens sont en train de les acclamer. Et la tête que vous voyez ici, c'est la tête de Bouya Jean-Jacques. Il vous dit quoi? 2 milliards et quelques sont partis dans l'inspection par l'entreprise SGI. C'est une entreprise française. On va d'abord terminer la vidéo là et puis on va aller l'écouter. Objet d'embouteillage récurrent. Bon, on va donc aller écouter ce que l'entreprise d'inspection, d'approbation avait dit ici là. Bon, ça c'est Jean-Jacques Bouya à l'ouverture, n'est-ce pas? Allons-y maintenant écouter Jean-Jacques Bouya après le dégât d'hier que nous avons vu. On va l'écouter comment l'expert Jean-Jacques Bouya est en train de dire ici. Suite à l'écroulement d'une partie de la Corniche, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux, accompagné des collaborateurs et des responsables de la société qui a réalisé les travaux de construction de cette infrastructure routière, sont venus sous la pluie constater l'ampleur des dégâts causés à cet endroit. Dans les plus brefs délais, les travaux seront entrepris pour réparer cette voie qui contribue depuis quelques années au rayonnement de la capitale congolaise. Tout d'abord, on va d'abord protéger le site par une mur en dôle. Pour protéger le site, pour éviter il y a encore des blessures ou endommager les gens. Et encore deuxième, nous avons déjà informé notre siège social, notre bureau d'études, ils vont envoyer les experts, les ingénieurs pour faire effectuer une visite ici pour trouver la raison réelle de ce phénomène. Bon, vous entendez là? Ça c'est le représentant de cette entreprise chinoise qui a fait des travaux là. Ils disent on va protéger le site, ça c'est normal, on va barricader, hein, mais ils ne peuvent pas protéger le site contre les intempéries, les eaux de pluie, totalement impossible. Et ils disent quoi? Ils vont contacter leur site, leurs ingénieurs viendront faire l'expertise. Donc ils n'ont aucune donnée, aucune notion de la structure géologique de ce secteur-là. Vous voyez? Que les ingénieurs viendront étudier pour regarder qu'est-ce qui a causé ça. Mais c'est connu là. Qu'est-ce qui a causé ça? C'est connu. On va encore écouter là. On va encore écouter, chers amis. Parce que quand j'entends des gens parler, parce que ne s'amusez pas avec le métier d'ingénieur, s'il vous plaît. Quand vous entendez le titre ingénieur, nos ingénieurs viendront. Vous avez l'impression que le Chinois est le plus malin, le plus intelligent que tout le monde. Mais attention, chers amis. On va terminer cette section. On va écouter ce qu'il va dire. Et troisième, on va procéder à travailler ici pour protéger contre la pluie, pour éviter encore des dégâts. Et encore, une fois on trouve la raison réelle de ce phénomène. Pour l'exécutif. Donc, en réalité, you know, comme on dit en anglais, they have no clue. They have no clue. La raison réelle. Mais la raison réelle est connue. Mais vous allez écouter la raison réelle. Ce que ça va être dit par l'ingénieur Bouya Jean-Jacques. On va écouter l'ingénieur Bouya Jean-Jacques, comment il va leur donner la raison réelle. Les sociétés commises à la réalisation de la corniche doivent s'atteler à son expertise. Question de rassurer les usagers de cette voie. Je pense que quand les experts vont arriver, il va falloir qu'ils évaluent, qu'ils expertisent toutes les berges. Depuis Mami Wata, il faut informer les entreprises françaises aussi, et qu'elles expertisent aussi les berges à partir de la case des Gaules jusqu'au Dieu là-bas. Bon. Bouya connaît déjà le problème. Bouya dit ce sont les berges, l'ingénieur Bouya. Il dit ils doivent inspecter les berges. Hein. C'est ça le problème. Donc vous voyez que les gens qui se substituent à la place des experts, ils connaissent déjà le problème. Il dit il faut qu'ils inspectent les berges là-bas. Oui, chers amis, ça me fait rigoler. Quand je vois ces choses-là, le Congo est descendu trop bas. Quand vous prenez des malafoutiers comme le Bouya Jean-Jacques, vous le mettez là, voilà les conséquences. Bouya connaît déjà le problème, l'ingénieur Bouya. Vous voyez que la manière dont il parle là,
il est en train de démontrer, il vous démontre que je suis le patron de l'entreprise. Vous comprenez? Il dit, les Français aussi. On va écouter, on va encore écouter, chers amis. Ah, vraiment, c'est compliqué. Parce qu'avec la décrue, c'est sûr que les matériaux qui sont supposés être hors de l'eau, sont restés longtemps dans l'eau, ils peuvent devenir fiables. Bon, vous entendez là? Vous entendez ce que Bouya dit? Avec la décrue, les matériaux sont restés longtemps dans l'eau, alors que c'est des matériaux qui ne sont censés pas rester longtemps, qui ne devaient pas rester assez longtemps dans l'eau, alors ces matériaux peuvent devenir friables. L'ingénieur Bouya. Donc, vous êtes en train de construire une infrastructure pareille dans une zone humide. Vous ne sélectionnez pas des matériaux qui vont résister à l'humidité, ou à la rouille, ou à des intempéries. C'est inimaginable, chers amis. C'est une première fois que moi je vois des choses comme ça. Quand on fait le design de l'avion, on sait que l'avion va aller à des hauteurs plus de 3600 pieds. On doit prévoir du matériau qui va résister à des températures à moins de 50 degrés Celsius. Vous voyez, chers amis. Quand on fait des designs des bateaux, on sait que les bateaux vont aller dans la mer, c'est de l'eau salée. On va faire du matériau qui va résister au sel, à la puissance des vagues, ainsi de suite. Donc, là, ils sont en train de construire une infrastructure dans une zone humide. Ils disent que bon, les matériaux qui ont été sélectionnés ne devaient pas rester très longtemps dans l'eau, alors que cette zone-là, c'est une zone humide. Donc, ils ont construit une infrastructure dans une zone humide avec des matériaux qui ne résistent pas à l'humidité. Ça, c'est l'ingénieur Bouya. Regardez la forme de ses yeux. Vous allez comprendre que nous faisons face. Regardez ça. Un escroc, un bourricot, un rodoudou, un mamadou, un tintin. Regardez ça, chers amis. Entendez, vous allez bien encore écouter ce que l'ingénieur Bouya est en train de dire ici. Nous, ici, nous sommes là pour vous dépouiller ça rapidement. Et donc, il va falloir expertiser toutes les berges pour que nous ayons une réponse exacte à ça. Bon, vous voyez, Bouya vous dit, le problème, ce sont les berges. Donc, il faut qu'on puisse expertiser toutes les berges pour savoir le problème. Mais Bouya ne fait pas le cas de la structure géologique des sols, de la vulnérabilité de toute cette zone-là. Donc, Bouya ne regarde pas ça. Bouya ne fait pas la vulnérabilité des types de constructions qui ont été réalisées, des matériaux qui ont été mal sélectionnés, le compactage qui n'a pas été fait selon les normes. Vous croyez que vous pouvez construire une viaduc comme ça au Canada et puis vous êtes encore là dans vos postes? Ou en France, je sais où? Mais écoutez, le Congo est devenu un fourre-tout. Sassou, c'était malade, chers amis. Vous avez construit un truc pareil, vous êtes en Europe, en Occident, dans des pays sérieux, et vous êtes encore là en train de narguer le peuple congolais. Hein, chers amis? Soyons sincères. Donc, des ingénieurs, l'ingénieur Bouya connaît déjà le problème. Il dit que ce sont les perles. Les problèmes de matériaux, non, c'est pas ça. Le compactage qui n'a été bien fait, non, c'est pas ça. Bouya connaît le problème. Mais je vous garantis, vous allez ramener les mêmes ingénieurs chinois, nous allons repartir dans la même chose. Donc, en réalité, les coûts de cette infrastructure coûtera, on peut dire, la puissance exponentielle. On va encore écouter ce que le monsieur est en train de dire ici, l'ingénieur Bouya est en train de dire ici. Il va falloir, à ce moment-là, l'entreprise va se mettre à pied d'œuvre après cette expertise, conforter donc de nouveau la chaussée, et réparer et refaire donc ce glissement de terrain et réorganiser la chaussée telle qu'elle était avant. L'affaissement d'une partie de la corniche... Vous voyez ça, chers amis? Vous avez vu l'épaisseur de la route, là? Vous voyez toutes ces couches d'argile, là? Il y a zéro compactage ici, là, chers amis. Zéro. J'ai regardé minutieusement plusieurs photos qui ont été envoyées à haute définition avec les grands écrans. En tout cas, vous pouvez regarder dans ces images, ça vous donne une idée généralisée parce que moi, je l'ai regardé dans un grand écran comme un écran pareil. Vous voyez, chers amis, un écran pareil. Hein? C'est comme ça que je l'ai vraiment analysé minutieusement. Hein? Zéro compactage.
j'ai vu une petite couche comme ça, peut-être, on peut dire, 2 cm, hein, 2 cm, un peu de caillasse. C'est tout. Mais vous êtes en train de construire un truc pareil dans une zone inondée où le sol peut bouger, shifter à n'importe quel moment. Non, non, non. Mais ça s'appelle, on peut même dire, mettre le public en danger. Donc, c'est des poursuites judiciaires qui devaient être là, chers amis. Oui, chers amis. Donc, c'est très grave ce que nous sommes en train de regarder là. Pendant un moment, des milliers de Brazzavillois et autres personnes de ce lieu d'attraction. Bon, là, c'est cette section. Maintenant, on va aller écouter l'ingénieur français. Parce qu'il y a eu des entreprises, comme nous avons dit, le business au Congo, en ce moment-là, c'est la Chine et la France qui se sont décidés de se partager. La France a compris qu'elle ne pourra jamais chasser la Chine de l'Afrique. Donc, il faut être en partenariat avec la Chine pour bien exploiter, pour bien nous exploiter. C'est comme ça qu'ils sont en train de travailler en partenariat. Donc, les Chinois ont le business de la construction, les Français ont le business de l'inspection, et c'est vice-versa. Et toutes les dettes que nous contractons au niveau de Banque mondiale, Fonds monétaire international, le Club de Paris, le Club de Londres, ou les prêts au niveau du gouvernement français, ça rentre pour financer les entreprises françaises et chinoises qui sont en train de travailler en Afrique. Donc, l'argent ne rentre que chez nous que sur papier, donc comme dette. Mais l'argent reste au sein de ces entreprises-là. Allons-y, écoutez donc ce que l'entreprise française est en train de nous dire ici. On va essayer de tourner, on va écouter. Monsieur Chiquet, nous avons parlé tout à l'heure des maraîchers que vous avez dû exproprier. Certains sont partis, mais on me dit que beaucoup reviennent sur la pointe des pieds. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Voilà, ce qu'on a constaté donc à l'achèvement des travaux, une fois que le va-et-vient des engins s'est interrompu, un certain nombre de maraîchers se sont réinstallés, mais donc, sur les flancs... Retenez bien le nom de ce monsieur-là. Monsieur Chiquier, c'est l'expert français qui a fait l'inspection de ces travaux-là. Mais qui s'est rassuré, qui a signé. Donc, on peut considérer que c'est une compagnie d'ingénieurs. Ils ont porté leur signature. Mais je suis convaincu que si nous étions en Occident, ces gens-là devaient aller en prison. Hein, chers amis. Parce qu'ils sont chez nous, chez les Noirs, on s'en fout de tout ça. Ils vous montrent l'impression que c'est un grand connaisseur. Vous le voyez, il parle avec des gros mots. Il a la connaissance, c'est ce qu'on est en train de dire. Ils ont foutu du bordel là, sur le viaduc. Ils se sont tapés du pactole. Ils sont foutus éperdument de ce qui s'est passé. Ils ont approuvé. C'est eux qui ont fait les inspections. Ils ont travaillé avec les Chinois. Ils ont su que la structure n'a pas été bien construite. Les structures géologiques, les études géologiques n'ont pas été menées. Ils n'ont jamais établi la vulnérabilité des sols. Ils n'ont jamais réellement sélectionné le véritable matériau approprié. Construire selon les normes d'ingénieurs, mais ils ont approuvé. Ils s'en foutent parce que c'est chez le noir. Parce qu'ils ont compris qu'ils faisaient affaire au camp, à un camp comme Bouya et Sassou. 2 camps, 2 idiots, 2 Perlimpinpin, 2 Tintin, 2 Mamadou. Oui, c'est ça. Ils ont compris que ces gens-là sont là pour le business, ils volent leur pays. Nous, qu'est-ce qu'on a ciré là pour donner des efforts à leur dire ce qu'il faut faire? De toute façon, même si on pouvait leur dire, ils vont dire, on s'en fout. Faites ça comme ça. La preuve en est que l'ingénieur Bouya vous dit que c'est ça le problème. Il n'est pas l'expert. Les experts ne sont pas encore arrivés pour faire l'évaluation. Lui, il connaît déjà le problème. Il donne les ordres parce que ce sont ces entreprises. Toutes ces entreprises-là, le patron, c'est Bouya. Oui, chers amis. On va écouter comment l'expert français est en train de nous dire. Parce que l'expert français veut vouloir accuser les maraîchers comme étant la cause de la destruction de ce viaduc-là. On va écouter ce qu'il va dire. Curieux, n'est-ce pas? De la corniche, en redémarrant des activités de maraîchage. Donc ça, c'est extrêmement délicat et ça compromet à terme la stabilité de l'ensemble de la route. C'est-à-dire que les maraîchers décapent le terrain, refont un pont de plantation, et à chaque pluie, vous avez un début d'érosion. Oh là là. Donc là, il y a danger grave. Les érosions qui vont menacer la route. Qui pourraient à terme menacer la route si on laisse les maraîchers se réimplanter comme ils le veulent.
quand même curieux, chers amis. Hein? Vous baptisez une route pareille, mais une route doit être balisée par un périmètre de sécurité qui va rassurer la stabilité de la route. Et ce périmètre de sécurité-là est réalisé avec des matériaux résistants. Mais non, là, on veut vouloir nous dire quoi? Que ce sont les maraîchers qui ont permis que l'eau puisse s'infiltrer proche du viaduc, potentiellement créé. Mais ça, c'est quel genre de théorie? Je n'ai jamais vu un ingénieur canadien parler de cette forme-là. On crée toujours un balisage, un périmètre. C'est comme un peu quand on construit des buildings, on crée un périmètre. On sait que dans les jours qui vont venir ou les années qui viendront, peut-être qu'une autre compagnie va construire un autre building à côté. Donc on doit se rassurer que le building qu'on a construit va résister lorsque le deuxième building va être construit, aux vibrations, ainsi de suite, à tous les engins qui vont fonctionner autour. Mais là, on nous dit, bon, nous avons construit le building est là. Si vous emmenez d'autres matériaux là-bas, d'autres engins, ben, ces engins-là vont affecter la structure qui est à côté et donc ça peut se crouler. Quelle théorie, chers amis. Alors là, il y a véritablement un problème, chers amis. Est-ce que nous faisons réellement affaire aux gens qui ont la connaissance? Ou c'est simplement des gens qui sont venus là taper le business puisqu'ils savent qu'ils font affaire aux bourricots, aux gens qui ne veulent que gonfler leur poche, la surfacturation. On va continuer d'écouter ce que le monsieur est en train de nous dire ici. Donc il est impératif que les autorités en charge de la route, qui sera donc Brazzaville, interviennent et stoppent toute activité de maraîchage sur les talus de la corniche. C'est impératif. C'est-à-dire un peu de chicote. S'il faut. C'est le prix à payer si on ne veut pas perdre toute cette infrastructure. S'il n'y a pas d'action particulière menée là-dessus, vous aurez le résultat de ce que vous voyez à Gamakoso actuellement. Mais ça, je doute très fort. Hein. Je doute très fort. Les résultats de Gamakoso, on ne va pas nous le dire ici. Les érosions de Gamakoso, nous savons la nature. C'est normal. Hein. La nature... Mais on va dire à ce monsieur... Au Congo, il y a déjà des maraîchers, hein, au pont de Dieu. Hein, le pont de Dieu, il y a plein de maraîchers là-bas. Mais ce pont-là n'a jamais eu de problème. On va aller regarder rapidement le pont de Dieu versus le viaduc. On va aller regarder. Voilà, pont de Dieu versus le viaduc. Parce que nous sommes en train de démontrer une théorie. Vous voyez, le pont de Dieu, ça a été construit en quelle année? En 1931, le pont de Dieu. Hein? On peut même dire inachevé quasiment. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça résiste. Le pont de Dieu est plus vieux que moi. Ça résiste. Mais il y a des maraîchers autour du pont de Dieu. Il y a des gens qui font du maraîchage là, autour du pont de Dieu là. Oui, chers amis. Maintenant, comment ce monsieur-là, le français là, nous donne une théorie comme quoi que si on devait faire du maraîchage autour du viaduc, ben il devait donc avoir, on va se retrouver dans la situation de Gamakoso. Une théorie que moi je n'achète pas. Comme d'ailleurs ce que je venais de vous donner l'exemple avec deux bâtiments qui vont se construire. Un bâtiment qui se construit aujourd'hui, l'autre peut se construire en 5 ans. Et que celui qui a construit ce bâtiment-là aujourd'hui nous dit, dans les 5 ans qui vont suivre, si vous emmenez des engins à haute vibration autour de ce bâtiment-là, ça va s'écrouler. Alors là, il y a un problème. Vous voyez, chers amis. Maintenant, regardez le viaduc 2015. 2015, construit en 2015, livré en 2015. Mais nous sommes en 2020. Ça s'est écroulé, ça commence à s'écrouler. Mais non, est-ce que cette théorie-là fonctionne? Je ne pense pas que cette théorie-là fonctionne. Mais non, ce que vous devez comprendre avec les Chinois, comment les Chinois fonctionnent. Nous avons déjà fait une vidéo que vous pouvez toutefois aller regarder. Hein. Nous avons intitulé ça Congo-Brazzaville. Les constructions de Jean-Jacques Bouya, je crois que volent au millimètre près. Hein. Ça, c'est quoi? Je crois que bien c'est le titre qu'on avait donné à cette vidéo. Vous pouvez toutefois aller chercher ça à YouTube. On va rapidement vous donner le titre exact de cette vidéo. Comme ça, ça va vous aider si vous voulez toutefois encore aller le regarder à YouTube. Pendant que nous sommes en train de chercher ça, ce que vous devez savoir avec les Chinois, hein, les constructions avec les Chinois, c'est quoi les constructions avec les Chinois? Ou faire des travaux avec les Chinois, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, donc, voilà.
Qu'est-ce que ça signifie faire des travaux avec les Chinois? Rapidement, je vais simplement regarder ça pendant qu'on est là. Construction sur ça, construction, vol au millimètre près. On va essayer de regarder. Voilà. Donc le titre c'est Congo-Brazzaville. Si vous voulez regarder cette vidéo, je vais simplement encore aller tourner là pour que vous ayez regardé. Vous voyez, c'est cette vidéo-là. On a écrit Congo-Brazzaville, les grands travaux, le pillage au millimètre près. Allez-y regarder cette vidéo, c'est très intéressant. Cette vidéo est très intéressante. Ça va, vous allez comprendre comment fonctionne une structure, comment fonctionne le matériau. Quand le matériau est mal sélectionné, vous allez bien comprendre ça. Ça instruit, ça vous permettra de comprendre comment les gens là ont volé le Congo en volume en réalité. Hein. Ils ont volé le Congo en volume. Bon, vous devez comprendre une chose, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Comment le Chinois fonctionne? Le Chinois fonctionne en fonction de l'argent que tu lui donnes. Si tu viens de voir, tu lui dis, bon, j'ai besoin, comment on appelle, d'un Weston, d'une chaussure Weston, ou du Louis Vuitton, hein, comme vous aimez les Louis Vuitton, ou du Canali, vous voyez, ou de Dior. Hein. Tu lui dis, j'ai besoin d'un habit Dior ou Louis Vuitton. Le Chinois te donne le prix. Il peut te dire, bon, écoute, c'est 4 000 $. Toi, tu dis, non, c'est trop cher. Le Chinois te demande, tu as combien? Et toi, tu dis, j'ai 200 $. Ben, il va t'emmener un Louis Vuitton à 200 $. Et toi, tu veux bouder, tu vas dire, mais c'est fake. Il me dit, mais c'est le prix que tu as donné. Donc, en fonction de l'argent que tu donnes, il te donne la qualité de la marchandise. C'est comme ça que les Chinois fonctionnent. Donc, si tu veux un Louis Vuitton à 200 $, il va te donner un Louis Vuitton à 200 $. Mais un Louis Vuitton à 200 $ n'est pas équivalent à un Louis Vuitton à 1000 $. Oui, chers amis. C'est comme ça que les Chinois fonctionnent. Donc, les travaux réalisés, puisque tout un chacun a tiré sa commission, a eu son argent, commission, à la fin on dit aux Chinois, écoute, selon les normes, nous savons qu'une route où nous avons besoin, par exemple, de poids lourds, cette chaussée, par exemple, ça peut prendre 15 mm d'épaisseur de compactage de sable, 10 cm de compactage de gravier, 15 cm de compactage de caillasse, et on peut par exemple dire 20 cm, comment on appelle, de l'asphalte, que vous appelez le goudron. Ouais, chers amis. Ça, c'est simplement un exemple. Et ça, c'est selon les normes. Et quand tu dis aux Chinois, non, moi, j'ai pas envie. Et puis, dans les structures, cette vidéo est très importante, hein, ce que je vous avais dit, parce que j'avais déjà expliqué que généralement, quand on fait ce compactage-là, on va raser la terre jusqu'à la couche de base, qui est généralement du rocher, hein, du rocher solide. Donc, une couche de terre stable, qui est très solide, qui ne peut pas bouger, qui peut résister à une certaine pression. Oui, chers amis. Et si vous dites aux Chinois, non, selon les normes, c'est ça, mais moi, je veux que, au lieu que tu fais un compactage de 15 cm de sable, je veux que tu puisses faire seulement 2, et moi, je retire l'argent par rapport à l'épaisseur. Le Chinois est content, il va faire son business. Si tu dis, par exemple, la chaussée, d'une manière internationale, elle est longue de 15 mètres, mais moi, je veux faire ça en 10 mètres, et je veux que 2 véhicules se croisent là. Les Chinois vont dire, il n'y a pas de problème, je fais mon business. C'est comme ça que les Chinois sont devenus riches en Chine. Parce que ils vendent en fonction de ce que vous apportez, en fonction de vos moyens. Mais en Occident, il y a aussi des compagnies chinoises, mais ils se conforment aux normes. Par exemple au Canada ou aux États-Unis, aux normes. Et puis, nos gouvernants, l'État a des équipes, des experts qui contrôlent la qualité du matériau, qui contrôlent la qualité du travail, qui approuvent tous les designs réalisés point par point. Parce que, comme on dit, the line of management is accountable. Donc, la ligne de la hiérarchie
la hiérarchie du pouvoir ou dans les travaux d'ingénieurs, tout le monde qui est dans cette ligne-là a une responsabilité. À chacun doit se rassurer que les tâches sont réalisées proprement selon les normes. Au Congo, non. L'ingénieur se bouilla, le vérificateur se bouilla, le financier se bouilla. Mais bouilla égale à qui? Égale à Sassou. Ouais, chers amis. Voilà les dégâts. Donc, ça va coûter N fois plus cher aux Congolais. Où est-ce qu'ils vont encore aller avoir l'argent? Ils vont encore aller s'endetter. Pendant ce temps, ils ont déjà récupéré le pactole du Congo. Donc, vous voyez que, chers amis, ça, c'est des poursuites judiciaires. Nous demandons que Bouya, normalement, Bouya doit être mis en prison. Sassou aussi doit être mis en prison. Parce que le maître d'œuvre, c'est Sassou. Bouya n'est que l'exécutant. Toutes les entreprises que Bouya a créées, c'est Sassou qui l'a créé. Vous avez vu les Chinois parler, mais c'est Sassou. Ça sont les entreprises de Sassou au Congo. Le mafieux a la tête pourrie. Le poisson est pourri par la tête. Sassou est pourri. Le bas est pourri. Un maçon dans un chantier ne peut pas commencer à voler les sacs de ciment s'il ne voit pas le maître d'œuvre voler les sacs de ciment. Vous avez vu quand ils ont construit cette piste de Brazzaville-Pointe-Noire. Tout le monde, tout un chacun d'eux a bâti des maisons avec le ciment de ces routes-là. Le sable de ces routes-là. Oui. Donc si le maître d'œuvre commence à voler les sacs de ciment, le maçon aussi va dire « Merde, moi aussi je vais aller voler ». C'est comme ça que ça se passe. Alors, peuple congolais, nos yeux sont ouverts. Ces gens-là nous rendent compte. C'est sûr qu'ils vont rembourser notre argent. Et on leur dit, vous avez vu l'histoire de Carlos Ghosn, l'homme d'affaires français et égyptien, ancien patron de Nissan, qui s'est échappé du Japon. Il a dépensé près de 20 millions de dollars pour s'en sortir là. Dites à tous les voleurs de la République du Congo, vous n'allez pas vous échapper. Vous allez dormir chez vous, là vous êtes partis vous cacher, mais quand vous allez vous lever, vous serez au Congo en face de nous. Les nouveaux services secrets, ne vous en faites pas. Les technologues derrière ces services secrets du Congo, ça serait nous, pas vous. On va voir là où vous allez cacher l'argent du Congo. Demandons aux populations qui sont dans les quartiers nord, s'il y a des populations qui ont leur maison tout au long du viaduc, nous leur demandons de déguerpiller les lieux parce que ce viaduc-là peut se couler à n'importe quel moment. Donc, c'est une question de préserver vos vies. Hein, préserver vos vies. Vos vies sont en danger, c'est clair. Et puis, nous demandons, les chauffeurs de bus et de taxis qui ont l'habitude d'emprunter ce viaduc-là, n'empruntez plus ce viaduc-là parce que vos vies seront en danger. Ça peut se couler à n'importe quel moment. Donc, nous vous demandons à la prudence, à l'extrême prudence. À l'extrême prudence. Ça, c'était la partie qu'on a oublié de passer tout à l'heure. Donc, on le dit, toutes les populations qui sont, si leurs maisons sont très proches de ce viaduc-là, déguerpillez-vous de ces secteurs parce que si ça se croule, ça serait des dégâts. Non pas seulement des dégâts matériels, mais ça serait aussi des humains qui risqueront de perdre la vie. Donc, n'empruntez plus ce viaduc-là. Prenez les chemins normaux. C'est clair que vous allez potentiellement sauver votre vie. Voilà, c'était ce que nous avons oublié. Allez, à plus tard. Au revoir.